Si le film nous a fait traverser jusqu'ici des espaces hétérogènes et exigus, sombres mais remplis de couleurs, de textures et de formes variées, cette séquence nous propose au contraire de pénétrer un décor marqué par une grande homogénéité plastique qui se distingue par son minimalisme et par sa symétrie presque parfaite. De ce lieu se dégage une certaine douceur, ainsi qu'une grande clarté, permise par la circulation fluide de la lumière qui se diffuse sur les habits blancs des personnages et sur la toile du chapiteau. Cette couleur sera notre point d'entrée dans la séquence, car si elle permet d'homogénéiser les corps avec l'espace, il y a cependant un corps qui refuse cette harmonie. Ainsi, il conviendra dans cette analyse de s'interroger sur la capacité de cette séquence à problématiser le parcours d'un corps qui résiste à son environnement. De façon statique et isolée, c'est-à-dire sans prendre en compte son placement dans l'espace, Gangubai est comme la majorité des autres personnages. Elle porte un habit blanc. Pourtant, dès qu'on l'aperçoit, on sent qu'il y a quelque chose en elle qui résiste, qui la distingue du reste de la foule. Si ce n'est pas son habit, c'est plutôt son visage qui, dans un premier temps, contraste avec celui des autres et qui lui permet d'attirer notre regard. Tandis que les autres femmes arborent un maquillage discret et naturel, le visage de Gangubai est chargé d'un maquillage épais et prononcé, avec une bouche rouge qui rappelle la couleur de son bindi, accessoire qui prend une grande place sur son front. Ses yeux sont encadrés de crayons noirs, soulignant son regard, mais lui conférant également une certaine dureté. Alors, si ce maquillage met en valeur ses traits, il fait également ressortir sa singularité. En plus de cela, Gangubai porte de multiples accessoires. Un détail capte notre attention, la fleur, qui circule partout sur son corps. Elle est présente à la fois dans ses cheveux, des fleurs réelles, blanches, puis sur ses bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, un piercing sur son nez et encore une autre fois sur la broche accrochée à son sari. Des fleurs sont également brodées sur son voile. La multiplication des bijoux est une forme de mise en avant de son corps, mais peut-être également une façon de se cacher ou de se protéger. En outre, Gangubai fait preuve d'une certaine nonchalance, en arrivant avec des lunettes de soleil sur l'estrade, puis en les retirant juste après avoir déchiré son texte. Cette idée est renforcée par le fait que l'estrade soit accessible par des marches recouvertes d'un tapis rouge. Si on prend en compte son environnement dans son ensemble, elle parle devant un public qui écoute son discours, lequel est retranscrit à la machine à écrire, filmé par une caméra et photographié par des journalistes. Comme une actrice, Gangubai s'exprime de plusieurs manières. Par la voix, par les mouvements de son corps et enfin par la musique de ses bracelets qui s'entrechoquent. De plus, Gangubai est la seule à bénéficier de plans non partagés avec d'autres personnages. Tout cela fait penser à une mise en scène, comme si Gangubai incarnait un personnage de cinéma. Ce qui fait rupture, enfin, c'est le contenu de ce discours. Gangubai y raconte sa colère et son indignation envers les dirigeants de la ville, qui participent à son exclusion et à celle des autres prostituées de son quartier. Si Gangubai est un personnage qui attire l'attention des autres personnages et de la caméra, grâce à ses attributs physiques et grâce au contenu de son discours, que se cache-t-il derrière ce contraste au-delà du récit? Comment ce corps interagit-il avec l'espace et avec les autres corps? Comme nous l'avons remarqué dans l'introduction, nous sommes dans un espace qui fait preuve d'une grande uniformité visuelle. À la symétrie et à la circulation du blanc s'ajoute une grande désaturation des teintes, créant une image décontrastée qui tend à effacer les contours des corps. C'est un espace qui marque également une rupture claire entre le haut et le bas, entre l'horizontalité et la verticalité. Effectivement, ce chapiteau est construit sur une forme de triangle, avec une très haute hauteur sous plafond. La ligne d'horizon étant très basse, notre regard est attiré de suivre les lignes ascendantes créées par les piliers qui tiennent le chapiteau en son centre. Le public est assis en tailleur et en quinconce sur le sol, sur une sorte de moquette lignée qui accompagne et qui dicte le placement de leur corps. Ce public semble d'ailleurs minuscule face à la grandeur de l'espace. Sur l'estrade, en hauteur, les personnages qui s'expriment se tiennent droit. Il y a cependant une troisième catégorie de personnes, en plus de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent. Ce sont les journalistes, qui sont assis en bas de l'estrade, sur des chaises. Cette position médiane nous paraît intéressante, tant sur le plan symbolique, par rapport au métier de journaliste, que sur l'harmonisation plastique de l'espace. Gangubai s'insère donc dans un espace structuré et hiérarchisé, de sorte qu'il dicte et qu'il prédit le comportement de ceux qui le pénètrent. Gangubai démarre son discours en suivant les règles dictées par cet espace. Elle commence à parler debout, mais elle casse cette verticalité au bout de quelques secondes lorsqu'elle demande à ce qu'on lui apporte une chaise. Elle effectue donc une première rupture avec l'espace pour se mettre dans une position similaire aux journalistes en s'asseyant.
La deuxième tentative de briser cette verticalité intervient simultanément lorsqu'elle plie le micro, qui était droit, pour le mettre à sa hauteur. Ce micro vient créer en outre une nouvelle ligne horizontale qui pointe le visage de Gangubai et qui renforce sa centralité à l'image. En refusant la verticalité, Gangubai crée un déséquilibre et elle opère ainsi une rupture plastique. Au milieu de son discours, lorsqu'elle accuse le public d'exclure sa communauté, leurs têtes se baissent, leur corps se courbe. Il y a un mouvement collectif descendant, quelque chose qui se tasse dans l'énergie du lieu. Juste avant, elle demande au photographe de se rasseoir, comme si elle empêchait pour le moment l'élévation. Or, au fur et à mesure de son discours, les gens du public se redressent. Après avoir prononcé sa dernière phrase, le corps de Gangubai au contraire se détend. Alors qu'il était mis en tension, elle se laisse tomber sur la chaise. C'est à cet instant de relâchement que le public se lève pour l'applaudir. Au même moment, Gangubai met ses mains comme en prière, au-dessus de sa tête, et ce geste rejoue la forme triangulaire du toit. Comme s'il y avait un compromis final, une réhomogénéisation de l'espace, mais avec un mode de fonctionnement nouveau. Ainsi, Gangubai, par ses mots et par le refus de la distinction entre l'horizontale et la verticale, réussit à changer la dynamique de l'espace, qui est passé d'une hiérarchisation stricte à une certaine égalisation. Mais comment cette nouvelle dynamique s'articule-t-elle avec le discours filmique? Lorsque Gangubai arrive sur la scène, la caméra est assez loin d'elle. Elle ne se détache pas du regard du public. Gangubai jette elle-même de nombreux regards à Fedzi au début de son discours et la caméra prend à son tour appui sur lui, si bien que Gangubai est plusieurs fois surcadré par lui. La caméra, au début de la séquence, fait ainsi preuve d'une certaine forme de timidité, peut-être même de méfiance, à l'égard de Gangubai. Au cours du discours, les échelles de plan ne cessent de se rapprocher d'elle, tandis que la foule n'est plus filmée comme une entité compacte, mais davantage comme l'addition de plusieurs individualités. La caméra se rapproche alors de plus en plus de certains visages isolés du public, toujours ceux de femmes. La séquence change ainsi progressivement de point de gravité, pour se concentrer davantage sur Gangubai. Au fur et à mesure qu'elle énonce son discours, la caméra épouse totalement les mouvements de la jeune femme. Elle s'adapte non seulement à ses mots, mais également à son souffle, et peut-être même à ses émotions, avec des mouvements fluides qui ne cessent de se rapprocher de son visage, jusqu'à ce dernier très gros plan qui s'intègre à ce dernier et qui lui permet de s'exprimer comme un affect pur, détaché de tout le discours qu'elle vient de prononcer, ou plutôt comme la somme de toute la progression de ce dernier. Gangubai, à la fin de la séquence, devient comme un aimant pour la caméra. Tous ses mouvements finissent par dicter ceux de cette dernière. En outre, lorsque Gangubai commence à parler, la musique extra-diégétique forme un tapis de cordes très épuré et joué en majeur, qui s'enrichit avec la flûte lorsqu'elle commence à capter l'empathie du public. Cette musique est comme un soutien à Gangubai. Plus elle attise la confiance des gens, et plus la musique monte en puissance, si bien que lorsque Gangubai termine son discours, la musique épouse l'affect qu'exprime son visage. Cette musique est donc composée en suivant un parcours dramaturgique clair et progressif, qui évolue conjointement avec le cadre. Ainsi, si la caméra au départ suit Gangubai, elle finit par l'accompagner et presque à s'intégrer à elle. La musique aussi s'adapte à l'intensité de son expression. Si le comportement de la caméra et de la musique change, c'est justement parce que cet espace lui-même a changé. Si le but de Gangubai dans cette séquence est de faire cohabiter dans un même quartier deux espaces en apparence incompatibles, c'est en contrastant d'abord physiquement avec le lieu, puis en refusant ensuite son horizontalité, qu'elle parvient à en changer la dynamique. En proposant une manière singulière de s'y comporter et en opérant une rupture avec le discours dominant, Gangubai questionne selon nous plus généralement les idéologies invisibles qui agissent sur les personnages et qui les font s'opposer, en remettant peut-être en question par la même occasion une certaine idée du sacré, avec ce refus de la séparation entre le haut et le bas à l'image, puis avec la défense dans son discours d'un espace dédié au plaisir du corps, remis en cause par les religieux qui gouvernent un espace tourné vers le monde des idées, celui de l'école.